Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour François. Bonjour Marc, bonjour Sylvain. Bonjour François. Bonjour à tous et à toutes. Bon, on va attaquer. Merci Camille pour l'organisation technique et les invitations pour cette table ronde et cette session d'information sur l'urgence quotidienne, si je puis dire, et puis qui va monter au fur et à mesure que les températures vont baisser. Je suis Pierre-Olivier Naud, donc président du MEDEF 31. Je vous remercie infiniment toutes et à tous de passer un moment avec nous. Surtout, je voudrais il faudrait que je passe dans l'ordre de production d'électricité jusqu'à la distribution finale. Donc Sylvain pour EDF qui fabrique, si je puis dire, qui produit l'électricité. Si je ne me trompe pas, donc pour RTE, attendez, que je ne me trompe pas, l'IS, c'est ça? Non, c'est François Camerlinck pour RTE. François, alors c'est parce que François, je ne t'ai pas vu, excuse-moi, dans le François Camerlinck qui est là avec nous, donc pour RTE qui transporte l'électricité, et donc c'est Marc qui est là pour Enedis jusqu'à la distribution finale, c'est bien ça? C'est bien ça. Voilà, donc je suis très très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui, c'est hyper important. Alors, on se disait avant d'ouvrir la session que ça bougeait d'heure en heure les informations. Vous avez entendu peut-être le président de la République hier qui a annoncé un plafonnement pour les entreprises de petite taille, pour les artisans, pour les forts consommateurs finalement, et puis également pour les collectivités territoriales, qui est un point important parce que ça fait partie finalement des utilisateurs massifs de la production de l'électricité, qui ont besoin d'être aidés aussi. Donc, ça va entrer en ligne de compte dans nos discussions. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, bon, évidemment, le MEDEF est en première ligne des discussions avec le gouvernement, que les sujets sur lesquels nous, on se bat, c'est à très court terme et immédiatement, en partie, ce qui a été obtenu hier et annoncé par le président, c'est le plafonnement pour les gros utilisateurs d'énergie. Très rapidement, si vous également, simplement demander à tout le monde de bien se mettre en mute. Le découplage entre le gaz et l'électricité qui, à cause de la guerre en Ukraine, forcément, provoque une forte hausse du prix de l'électricité, un petit peu sur un modèle espagnol. Alors, je ne sais pas si Sylvain, ce qu'on appelle le modèle ibérique, tu pourras en dire un mot si on veut parler de technique financière. Oui, je pourrais en parler, oui. Mais savoir d'où ça vient, mais c'est un point assez essentiel. Voilà. Je ne pense pas qu'il soit aujourd'hui, ce soit le bon moment pour parler des discussions qui s'ouvrent en mode consultation populaire sur la production nucléaire. Je voudrais redire simplement l'attachement, si je puis m'exprimer ainsi, du MEDEF au nucléaire, hein, et en même temps qu'au renouvelable. Il n'y a absolument aucune ambiguïté là-dessus. On est pour toutes les productions d'énergie, pour le plus d'indépendance possible, bien évidemment, et le meilleur prix possible. On est dans une logique d'indépendance et de compétitivité, toutes et tous, chacun à niveau, notre taille d'entreprise. Simplement pour les plus gros, parce qu'aujourd'hui, des pays, notamment la zone américaine, commencent à venir draguer nos industriels pour leur dire que chez eux, ça coûte moins cher. C'est vrai qu'on est à 30, 40, voire 50 euros ou dollars le mégawattheure, ce qui est hyper compétitif. Les Canadiens, donc, ont beau jeu d'interpeller nos industriels pour envisager des délocalisations. Et donc l'énergie est devenue définitivement un point de compétition. C'est donc hyper important de se poser la question de notre capacité à produire pour le moins cher possible cette énergie, tout ça dans un environnement qui doit se verdir de plus en plus. Donc c'est pour ça que je suis très heureux que chacune et chacun soit autour de la table aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions. On va parler technique, on va parler délestage également, on va parler hiver. Et c'est très important que vous puissiez poser des questions et avoir des réponses à ces questions-là. On a donc les bonnes personnes pour y répondre. Merci infiniment. Je vous souhaite une bonne table ronde. Je suis entre deux réunions, donc je vous laisse. Et puis, j'ai eu la chance d'assister à cette présentation, d'une part à la préfecture il y a 2 semaines. Donc je vous promets qu'on est en mode combat et à esprit d'équipe extrêmement abouti, public, privé, grand et petit. Sylvain pourra en témoigner notamment. Et puis hier encore avec le MEDEF Occitanie, où ça va extrêmement loin dans le détail. Et je suis absolument certain qu'on va y arriver sans aucun problème. Mais l'hiver va être un peu rude peut-être. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux prévenir que guérir. Merci infiniment. Sylvain, je te laisse la parole si tu veux bien attaquer avec peut-être la big picture et puis les éléments de production. Oui, écoute. Table ronde.
Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Merci pour ton invitation et puis bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sylvain Vidal, je suis délégué régional d'EDF pour l'Occitanie. Peut-être en point préambule pour que vous situiez bien le rôle de chacun. On a imaginé ce webinaire avec deux parties bien distinctes. Une première partie qui est sur le contexte de la hausse des prix de l'énergie, sur lequel j'interviendrai en tant que producteur et je dirais globalement commercialisateur d'électricité avec Lies Boulmer de la direction commerciale d'EDF, la direction commerce Sud-Ouest. Et puis une deuxième partie qui sera portée par RTE, François Camerlinck, RTE ayant la charge de, Pierre-Olivier l'a rappelé, la charge du réseau de transport d'électricité et de l'équilibre entre l'offre et la demande, accompagné de Marc Brugidou pour Enedis. Et donc, eux centreront leurs propos sur, globalement, les perspectives du système électrique pour le passage de l'hiver 2022-2023 et l'organisation en cas de coupure exceptionnelle. Voilà, pour que, je sais pas, vous n'êtes pas forcément hyper familier avec l'ensemble de leur organisation des acteurs énergétiques, je pense que c'est important de resituer le rôle de chacun. Alors, avec l'IS, en effet, on va démarrer sur le contexte de la hausse des prix. Pierre-Olivier l'a rappelé, dans une actualité qui est encore très mouvante. Et on essaiera avec Lies de vous donner les choses les plus précises possibles, mais vous l'avez, Pierre-Olivier l'a rappelé, il y a encore un certain nombre de dispositifs imaginés par l'État qui ne sont pas calés. Alors, peut-être un point sur le contexte général que je vais démarrer. En fait, en effet, actuellement, il y a une conjonction d'événements qui conduisent à un équilibre offre-demande sur l'électricité qui est fragilisée et globalement une augmentation des prix. Alors, la première des raisons, c'est que cette crise des prix, elle est essentiellement due à une crise du gaz, du prix du gaz, parce que je pense que vous le savez tous maintenant, le prix de l'électricité en Europe suit l'évolution du prix du gaz pour une raison, j'allais dire, historique, qui est que globalement, tout le prix du marché de gros de l'électricité est un prix, l'électricité étant un bien qui n'est pas stockable. Le prix de marché, il se cale sur la dernière centrale qu'il faut mettre sur le réseau électrique pour arriver à couvrir l'ensemble des besoins. Et aujourd'hui, cette centrale, c'est une centrale à gaz. Et évidemment, dans le contexte que je rappellerai sur le slide suivant, en particulier du conflit sur l'Ukraine, on est dans une situation où les prix du gaz ont explosé. Le deuxième élément important, en effet, c'est une disponibilité des installations de production d'électricité en France qui est en baisse en 2022. Deux facteurs. Un, sur l'hydraulique déjà, parce que, comme vous le savez, avec la sécheresse cet été, eh ben, on a un stress hydrique qui impacte la capacité des installations de production hydraulique. On est de l'ordre de moins 25% par rapport à une année normale. Et puis, la disponibilité du parc nucléaire, sur lequel se conjuguent plusieurs événements. Un premier qui a été évidemment la crise Covid, qui nous a amené au niveau d'EDF à décaler un certain nombre d'opérations de maintenance parce qu'on ne pouvait pas les faire en 2020 lors de la première crise sur le Covid. Deuxièmement, on est actuellement dans un programme de maintenance qui initialement était de toute façon plus lourd, puisque on a des maintenances lourdes qui conduisent à prolonger la durée de vie des centrales par ce qu'on appelle des visites décennales qui interviennent tous les 10 ans, sur lesquelles les opérations sont plus lourdes. Donc ça, c'est le deuxième facteur. Et le troisième facteur, c'est le problème qui est survenu fin 2021 avec la détection de corrosion sous contrainte sur certains circuits, qui nous amène aussi à faire des vérifications, des contrôles et des réparations sur les centrales. Donc évidemment, toutes nos équipes sont hyper mobilisées sur le sujet, de manière à ce que globalement, on arrive à retrouver une disponibilité du parc progressivement au cours de l'hiver, en particulier fin décembre et janvier, pour arriver à passer la pointe de consommation qui est traditionnellement plus forte en hiver.
Si tu peux passer sur le slide suivant, qui vous donne, voilà, là vous avez un petit graphique qui vous donne en fait le prix du marché de gros de l'électricité tel qu'il a évolué sur la période couvrant 2020 jusqu'à aujourd'hui. Ce que vous voyez globalement, c'est que on était sur des prix de marché qui tournaient qui étaient inférieurs, qui étaient autour de 50 € jusqu'à début 2021. Et vous voyez apparaître des pics qui sont montés à plus de 1200 € le mégawattheure. Donc 50 1200 € le mégawattheure, vous voyez l'écart évidemment, en 2022. Et bon, je ne vais pas tous les détailler, mais en fait, on voit que cette crise, elle est montée progressivement avec d'abord la reprise économique en Asie, en particulier post-Covid, qui a amené en fait des besoins gaziers importants en Asie. Ensuite, vous voyez apparaître le sujet que j'ai évoqué, l'identification de corrosion sous contrainte sur le parc nucléaire en 2021. Et puis, évidemment, les événements successifs sur le début de la guerre en Ukraine, la réduction successive des approvisionnements en gaz, et puis la prolongation des arrêts de réacteurs. Donc, aujourd'hui, c'est le driver du marché, parce que ce soit EDF ou les autres fournisseurs, eh bien, évidemment, les offres de prix, elles s'inscrivent dans ce prix du marché, même si il y a une couverture pour les entreprises à travers le dispositif d'AREN sur lequel on pourra revenir avec l'IS, qui vient un peu atténuer ces effets-là. Et donc, aujourd'hui, et on va y revenir avec l'IS, il y a à la fois le gouvernement qui essaye de rechercher des mesures, je dirais, d'urgence, en particulier pour les chefs d'entreprise qui sont en train de renégocier leur contrat d'électricité en ce moment et qui se prennent de plein fouet cette crise de ces prix. Et puis en même temps, tout un travail qui est conduit et qui doit être conduit au niveau européen pour revoir ce qu'on appelle le market design du marché de gros, de manière à ce qu'ils dépendent moins du prix du gaz. Donc là, il y a un certain nombre de dispositions qui sont proposées et qui doivent être discutées évidemment entre l'Allemagne et l'ensemble des acteurs. Mais évidemment, vous connaissez bien le principe. Voilà, dès qu'on recherche une solution au niveau européen, on va être sur des constantes de temps qui sont plus longues. L'objectif, globalement, c'est d'arriver à refonder le market design au deuxième semestre 2023, de manière à ce qu'on soit moins dépendant du prix du gaz et de manière aussi à ce qu'on ait un système qui soit plus incitatif pour faire des investissements de production, parce que un des retours d'expérience de ce marché gros qui est très actif en fait depuis plus d'une dizaine d'années, c'est que ça n'a pas incité les producteurs à investir parce qu'on est uniquement sur des signaux court terme et dans une industrie qui est très capitalistique, ça n'a pas généré d'investissement. Bon, voilà ce que je voulais planter un peu en termes de décor général. Ce que je vous propose, toujours sur le sujet des prix, c'est de passer la parole à l'IS, qui est la direction de commerce et qui est donc un des acteurs qui est en relation avec vous, évidemment, sur les offres de prix, pour poursuivre sur le sujet et ébaucher avec lui aussi quelles sont les mesures d'accompagnement qui sont aujourd'hui proposées pour les chefs d'entreprise. Même si vous l'avez compris, on est dans un système qui est encore très très mouvant et non stabilisé. Yes? Ouais, merci Sylvain. Du coup, Lies Boulmer, je suis le directeur commercial pour la région sud-ouest pour EDF. Donc, dans la continuité de ce que vient de vous décrire Sylvain, et sans rentrer trop dans le détail, un très rapide rappel de comment se forment les prix sur le marché de l'électricité. Donc, le marché de l'électricité est un peu spécifique du fait justement qu'on n'arrive pas à le stocker. C'est une commodité qu'on n'arrive pas à stocker dans de grandes quantités. Donc, mais dans l'absolu, ça reste la logique et le fondement de son mécanisme reste assez basique parce qu'il est basé sur une offre et une demande. Et c'est la demande
c'est le croisement de ces deux courbes-là qui fait le prix. Et aujourd'hui, comment ça marche concrètement? C'est qu'aujourd'hui, pour une demande donnée, on vient la couvrir avec une production donnée et on commence toujours par le moins cher, ce qu'on appelle un empilement, donc des moyens de production les moins chers jusqu'aux moyens de production les plus chers. Donc ce que vous voyez ici, donc ce qu'on appelle les moyens de production fatales ici, ce sont les énergies renouvelables principalement, le parc nucléaire qui vient à la suite de cela, les parcs paliers charbon et aujourd'hui le gaz qui vient compléter le mix de production pour combler une demande donnée et qui doit être comblée à chaque instant de la journée, quoi. Et aujourd'hui, c'est ce prix, ce palier gaz-là qui fixe le prix. Comme vient de le dire Sylvain, c'est un mécanisme qui existe depuis une vingtaine d'années aujourd'hui que le marché de gros fonctionne en Europe. Il a fait ses preuves en grande partie, avec les lacunes qu'on lui connaît. Mais en tout cas, il y a une nécessité et une urgence de réformer effectivement, quoi. Pourquoi? Pour la raison que vient d'écrire Sylvain aussi, qui est le fait que le signal prix aujourd'hui est très court-termiste et qui n'incite pas à de l'investissement sur le long terme, mais aussi parce qu'en 20 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, et entre autres, le mix de production en Europe a beaucoup changé, beaucoup évolué, où il est devenu très vert, donc beaucoup moins de moyens thermiques, donc et moins de centrales à gaz que ce qu'il pouvait y avoir une vingtaine d'années. Et des moyens de production renouvelables qui sont un peu plus insérés sur le réseau, on en a de plus en plus, donc avec des coûts marginaux nuls, donc c'est le fatal que vous voyez en bas. Et puis le réseau aujourd'hui, de fait justement de cette intégration de renouvelables, a besoin de plus en plus de flexibilité. Et tout cela, aujourd'hui, le marché, dans son mode de fonctionnement aujourd'hui et dans ses règles, ne le valorise pas intégralement ou ne l'intègre pas complètement. Donc, il y a une nécessité de revoir ce fameux market design. Donc, c'est un mot barbare, juste pour dire les règles de fonctionnement du marché, pour définir le prix de l'électricité. Donc, ce prix-là a beaucoup évolué. Enfin, vous avez vu la courbe, je ne reviens pas dessus, qui a fait qu'aujourd'hui, on est, pas avoir peur des mots, on est en crise énergétique, en Europe en particulier, par rapport à ce qu'il peut y avoir comme l'a dit Pierre en introduction, aux États-Unis ou même en Asie. Il y a un vrai risque de délocalisation d'une part, mais aussi tout simplement un risque sur nos entreprises en termes de trésorerie qui n'arrivent plus à suivre. Et ça, c'est un peu notre quotidien et on essaie de leur trouver des solutions. Donc les solutions aujourd'hui qu'on emporte sont bien évidemment limitées à la main de l'EDF. On a proposé un certain nombre. Notamment via les boucliers tarifaires qui sont proposés soit aux particuliers, soit aux entreprises. Les toutes petites entreprises, je reviendrai sur les critères. Donc, c'est le fameux TRV, et qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une période un peu compliquée. Beaucoup de solutions ou de propositions ont été mises sur la table. Beaucoup de discussions sont en cours. D'autres sont bien sorties du lot, soit au niveau français, soit au niveau européen. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter rapidement ici. Donc, vous inquiétez pas, ça paraît beaucoup, mais en gros, retenez ce qui est principalement en gras dans cette présentation. Donc, ce qu'on a essayé de vous présenter ici, c'est les différentes aides qu'il y a sur la table aujourd'hui et qui sont pas encore figées parce qu'il y a encore eu les annonces du président de la République hier, vous les avez entendus comme moi sur les petits, ce qu'on appelle les petits pros chez nous, les boulangers, etc. Pour bénéficier du bouclier tarifaire dont bénéficient les particuliers, donc avec une hausse à 15% max, et aussi les annonces de Bruno Le Maire ce matin sur BFM Business sur les guichets pour les entreprises, les ETI, les grandes entreprises, mais aussi ce qu'il pourrait y avoir comme annonce sur les PME, soit dans la journée, soit demain. Donc, pour récapituler, les aides aujourd'hui, j'appelle ça les aides, mais c'est vraiment des solutions qui existent aujourd'hui, qui font un peu la spécificité de la France par rapport aux autres pays européens principalement. Tout d'abord, ce qui a été fait et sur lequel les fournisseurs se sont engagés, c'est de proposer une offre à chaque client qui le demande. On s'est
retrouvé sur le mois d'octobre enfin, début octobre et puis septembre, quand les prix de marché ont commencé à flamber, et notamment vous avez vu les pics à 1 000 € du mégawattheure à fin août, avec des consommateurs, donc des PME principalement, qui n'étaient pas chez EDF, en l'occurrence, qui se sont retrouvés sans contrat d'électricité. C'est que leurs fournisseurs leur ont demandé soit de partir, de résilier unilatéralement leur contrat d'électricité, soit leur ont demandé explicitement qu'ils ne renouvellent pas leur contrat avec eux. Et pour beaucoup qui étaient dans des situations assez difficiles financièrement parlant, se sont retrouvés sans solution concrète. Quand ils venaient nous voir, au vu des critères qu'on a de sélectivité aussi sur le risque de contrepartie, etc., par rapport à ces entreprises-là, on n'était pas en capacité de leur proposer des offres, nos concurrents non plus, et ce qui faisait qu'il y avait un vrai risque sur l'alimentation électrique de ces clients-là, quoi. Donc, début octobre, un certain nombre de fournisseurs ont signé une charte, une espèce de charte de bonne conduite avec les pouvoirs publics, avec Bercy en particulier, pour faire bénéficier tous les clients qui le demandent d'une offre d'électricité. Donc, avec, il y a quand même un esprit derrière qui doit être raisonnable, etc. Tout le monde ne joue pas le jeu, mais en tout cas, ça, c'est la première des décisions. Je suis pas certain que beaucoup de pays aient ça dans un premier temps. Le deuxième élément qui est assez significatif et qu'on oublie assez régulièrement, et dont bénéficie la France, et qui fait sa spécificité et qu'on n'intègre pas forcément dans nos réflexions parce que ça devient un peu naturel alors que c'est assez exceptionnel, c'est le bénéfice de l'ARENH. Donc aujourd'hui, EDF exploite un parc de production nucléaire et il met à disposition un certain pourcentage de. Donc après, enfin, à l'époque, c'était dans un quart, enfin, la logique était que soit un quart de sa production soit mise sur le marché pour en faire bénéficier des concurrents et du coup des clients pour 100 TWh à un prix régulé qui est autour, enfin les discussions sont toujours en cours, mais je vais dire 50 € du mégawattheure, quoi. Par rapport à un prix de marché aujourd'hui à 500, hier prix de clôture à 500 €, vous voyez que c'est très intéressant. Aujourd'hui, ce prix de l'ARENH représente sur une facture énergétique uniquement sur la part énergie, environ, en moyenne, si on prend tous les clients, etc., entre 60 et 70% de leur coût énergétique, ce qui est assez exceptionnel et je trouve qu'on ne l'intègre pas assez. Le troisième point qui me paraît essentiel aussi, qui est très lié à un autre point, qui est le premier point sur les dispositifs européens, et je referai un petit récap à la fin, c'est qu'aujourd'hui, Bercy a mis en place un plan d'urgence pour les entreprises. Ça a été mis en place dès l'été dernier pour faire bénéficier les entreprises qui ont vu ou qui ont un coût de l'énergie pour 2022 qui est supérieur à 3% de leur chiffre d'affaires, avec des critères sur l'évolution des EBITDA, etc., pour pouvoir bénéficier d'une aide qui peut aller jusqu'à 20 millions d'euros pour une enveloppe globale qui est à peu près à 3 milliards. Les critères étaient, je pense que un certain nombre d'entre vous ont bien ça en tête et ont peut-être sont peut-être déjà intéressés à ce sujet. Il y a beaucoup d'allers-retours avec les pouvoirs publics, soit via le MEDEF, soit les CPME, etc., pour dire qu'au final, les critères étaient très restrictifs et beaucoup d'entreprises n'en bénéficiaient pas, même la quasi-majorité, 95% n'étaient pas éligibles, ce qui a fait que Bercy a revu ses critères à la baisse et aujourd'hui, un très grand nombre d'entreprises rentrent dans cette enveloppe-là et peuvent en bénéficier. Donc ça, c'est les premiers 3 milliards d'euros qui existent, quoi. La deuxième annonce qui a été faite encore là ce week-end, et c'est ça qui reste a priori à clarifier soit aujourd'hui, soit demain, vis-à-vis des PME, donc PME jusqu'à 250 salariés. Enfin, entre 100 et 250, ou 50 et 250, il me semble, c'est la mise en place d'un bouclier tarifaire qui permet de couvrir les coûts de l'électricité qui est supérieur à 325 € du mégawattheure. Je peux rentrer dans le détail exactement de ce que ça peut représenter, mais gardez en tête qu'au final, ça permet de couvrir 20 ou 25% de la facture énergétique
d'une entreprise via ce mécanisme-là. Donc, pour ça, c'est une enveloppe de 10 milliards qui a été mise sur la table. À côté de cela, il y a des dispositifs qui existent déjà, dont bénéficient beaucoup de nos clients, que propose EDF parce que c'est un tarif réglementé de vente, et qui a vocation à être élargi suivant les annonces du président de la République hier, et qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises et les particuliers éligibles et les collectivités, les petites collectivités, peuvent bénéficier d'un prix régulé qui est aujourd'hui autour d'une centaine d'euros du mégawattheure, en fait, juste pour que vous l'ayez en tête, quoi. Donc, c'est les entreprises de moins de 10 salariés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros. Par contre, il faut qu'ils aient une consommation inférieure à 36 kVA. Ce qui est petit, c'est un peu ce qui est petit pour des entreprises. Mais aujourd'hui, les annonces du président de la République fait qu'aujourd'hui, il élargirait un peu plus, et notamment sur les petits pros dont je parlais tout à l'heure. Donc, pour récapituler, sur ce qui existe en France, donc on a l'ARENH, bien évidemment, la charte de bonne conduite consignée à tous les fournisseurs, qui permet de faire bénéficier d'une offre d'électricité, en tout cas, limite, peu importe son prix, mais ce qui n'est pas dans l'esprit. Voilà. La mise en place d'une aide d'urgence pour les PME pour une enveloppe de 3 milliards d'euros. La mise en place d'un bouclier tarifaire pour les PME pour un montant de 7 milliards d'euros. Donc 7 plus 3, ça fait 10. Donc 10 milliards d'euros sont sur la table aujourd'hui, a priori, pour aider les PME, parce que c'est pas très clair, justement, comme c'est très mouvant, comme disait Sylvain tout à l'heure. Sylvain, n'hésite pas à me couper ou à me compléter si tu le souhaites. Le deuxième paquet d'aide qui a été mis sur la table là depuis 2-3 semaines, vous avez vu, hein, enfin, il y a beaucoup de réunions des ministres de l'énergie ou des présidents et des premiers ministres de l'UE autour de la commission pour mettre en place un certain nombre de dispositifs. Je vais en citer quelques-uns qui sont les plus importants ici, enfin, qui nous paraissaient les plus importants. Le premier d'entre eux, c'est un dispositif qui a été mis en place en septembre, qui s'adresse aux producteurs d'électricité. C'est pas une intervention sur le marché de la Commission. Ce qui est mis ici, c'est une espèce de taxe de super profit sur les producteurs d'électricité. Qui dit quoi? Qui dit que tous les profits qui sont entre 180 euros du mégawattheure et le prix de marché qui aujourd'hui est autour de 500 euros du mégawattheure, sont taxés de ces producteurs-là et qui viennent alimenter un fonds global européen et qui a été estimé à fin 2023, avec les projections qu'ils ont fait, il me semble, à 140 milliards d'euros. Donc la quote-part, donc ça c'est 140 milliards d'euros, c'est censé être redistribué aux consommateurs professionnels en priorité et revenir sous une forme qu'on ne connaît pas encore et que l'on verra par la suite, quoi. Donc chaque pays a sa quote-part, et la quote-part pour la France aujourd'hui s'élèverait à 7 milliards d'euros. Et ces 7 milliards d'euros-là, de quote-part de la France, de ce fonds-là, des 140 milliards, qui permettent de financer la mise en place du bouclier pour les PME à 50%. Donc c'est 7 milliards plus les 3 milliards de fonds d'urgence, et qui font aujourd'hui les aides que propose la France. Le deuxième paquet d'aides qui a été mis sur la table et pour lequel ça reste encore très très flou, mais des annonces ont été faites en tout cas, c'est le déblocage de 40 milliards du fonds de cohésion européen, qui n'a pas vocation à faire ça, mais en tout cas la décision a été prise à destination des ménages et des PME. On ne connaît pas encore la quote-part pour la France, ni même comment ça va être redistribué. Donc ça, c'est pour les décisions. Décisions côté France, côté Europe. À côté de cela, comme le disait Sylvain tout à l'heure, il y a un certain nombre de discussions qui continuent, avec toutes les difficultés que vous pouvez voir et vous pouvez connaître sur le consensus à trouver entre les différents pays, pour limiter ou caper le prix du gaz. L'idée de base, c'était de dire, bon, le prix du gaz, il est ce qu'il est,
il évolue de manière assez erratique et puis à des niveaux assez stratosphériques. Comment est-ce qu'on peut faire pour le caper? Caper un prix directement sur la bourse, ça veut dire intervenir directement sur le marché, qui n'est pas dans l'esprit aujourd'hui de la Commission européenne, qui est assez libérale. Et donc intervenir directement sur une bourse, c'est pas dans l'esprit de la Commission. Et donc, ce qui a été défini, c'est une logique un peu différente de dire comment est-ce qu'on peut mettre un plafond, non pas qui capte le prix directement, c'est-à-dire qu'on ne dit pas, allez, le prix c'est 100 € du mégawattheure pour le gaz, mais faire en sorte que le plafond soit un plafond dynamique, c'est-à-dire que quand le prix est à 100 € ou à 200 €, le plafond qu'on met est à 180. Quand le prix est à 220, le plafond il est à 200, etc. Donc c'est un plafond dynamique qui évolue à la hausse et à la baisse avec l'évolution des cours du gaz sur la bourse. Ça, c'est une décision qui a été prise. Comment ça va se traduire concrètement? Qui va payer au final la note? C'est pas très clair. La deuxième décision, pareil sur laquelle il y a eu un accord global, c'est la mise en place de procédures d'achat groupé. Ce qu'on a compris, c'est que, en tout cas dans l'esprit qu'avait porté a priori le président Macron, c'était la constitution ou la volonté de constituer un espèce de cartel. On a l'OPEP pour le pétrole principalement. L'idée, c'est d'avoir un OPEP européen pour l'achat, donc constituer une force d'achat qui puisse peser dans les négociations, aussi bien avec les Américains qu'avec les Qataris, etc., quoi. Et ce qui permet de faire baisser un petit peu les prix, quoi. La troisième piste qui est assez essentielle à notre avis, qui est défendue par à peu près quasiment tous les pays européens, y compris la France, sauf la Norvège, le Danemark et l'Allemagne, qui est l'élargissement de ce qu'on appelle le mécanisme ibérique, de ce que décrivait Sylvain tout à l'heure aussi, qui consiste en quoi concrètement? Le mécanisme ibérique, c'est un mécanisme dérogatoire qui a été accordé à la péninsule ibérique, donc à l'Espagne et au Portugal, il y a de cela 6-7 mois, qui consiste à dire quoi? Consiste à dire que les prix du gaz qui servent à la production d'électricité doivent être capés, doivent être limités. Et avec cela, donc, on peut s'attendre à avoir une baisse significative ou un impact significatif sur les prix de l'électricité en sortie, ce qui est le cas. Aujourd'hui, ce mécanisme est en place, en Espagne en l'occurrence, et les prix de marché en Espagne sont autour de 200 € du mégawattheure, donc un peu plus que 2 fois moins que les prix qu'on connaît en France et dans le restant de l'Europe, quoi. Donc c'est un mécanisme qui fonctionne dans son esprit, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire baisser les prix du gaz, de l'électricité, pardon. Sauf que là où le bas blesse et ce que reprochent en l'occurrence les pays qui s'opposent à ce mécanisme-là, c'est que faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye à la fin. Le gaz n'est pas produit en Espagne et n'est pas produit en grande partie pas en Europe. Et donc, quand on dit qu'on limite le prix, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui paye la différence entre le prix de marché, parce qu'aujourd'hui, les Qataris ou les Américains qui nous vendent le gaz nous vendent le prix de la bourse. Ils ne voient pas forcément ce qu'on fait sur la limitation et n'en ont que faire. Et aujourd'hui, la différence est payée par, en tout cas en Espagne et au Portugal, par les finances publiques. C'est-à-dire que quand le prix du gaz sur le marché est à 200 €, quand on dit que le cap est à 100 €, les 100 € du mégawattheure de différence entre le prix de marché et puis le prix capé est pris par les finances publiques. Et donc au final, c'est le contribuable qui paye. Mais l'esprit de la mesure, c'est que ça coûte moins cher en mettant en place ce mécanisme-là que de venir aider les entreprises derrière et les ménages avec un bouclier tarifaire parce que on introduit moins de volatilité et on introduit moins de spéculation et donc au final c'est plus intéressant.
Donc, aujourd'hui, sur les paquets d'aide, juste pour donner une image un peu globale qui existe, les fournisseurs, en l'occurrence bien évidemment EDF, accompagnent pédagogiquement très fortement les entreprises pour les aider à comprendre ce qui se passe, d'une part, à leur faire des propositions qui soient les plus raisonnables possibles dans les marges de manœuvre qui sont les nôtres. Et à côté de cela, les pouvoirs publics s'engagent à deux niveaux. Au niveau européen, en l'occurrence, avec le fonds qui pourrait être débloqué à 140 milliards, donc ce qui ferait 7 milliards d'euros pour la France. Et à cela, j'ajouterai 3 milliards d'euros qui ont été débloqués par Bercy, donc 10 milliards d'euros aujourd'hui sur la table, dont peuvent bénéficier les PME en particulier pour passer cette crise qui est aujourd'hui très inédite. Donc on a beaucoup parlé des PME effectivement aujourd'hui qui ont été beaucoup oubliées dans les dispositifs d'aide. Encore une fois, les plus petits consommateurs pourraient bénéficier quasi intégralement du bouclier tarifaire. Et au-dessus, donc les ETI et puis les grandes entreprises peuvent bénéficier d'un guichet spécifique, c'est au cas par cas, sachant aussi que les très grandes entreprises, les électro-intensifs en particulier, eux disposent d'autres types d'aides, ce qu'on appelle la boîte à outils, des aides sur les coûts de transport et d'acheminement et des réductions fiscales. Donc voilà, enfin, c'est un peu ce que on souhaitait partager avec vous et on est à votre disposition si vous avez des questions autour de ces mécanismes d'aide et puis ce que peuvent jouer les fournisseurs dans cette mécanique. On est conscient en fait à la fois des difficultés où certains d'entre vous sont confrontés, la difficulté, enfin, et la complexité du système hein, qui quelque part met en lumière de manière brutale avec en particulier la guerre en Ukraine, les dysfonctionnements et l'inadéquation du fonctionnement du marché de l'électricité depuis plusieurs années, et qui remet aussi évidemment sur le devant de la scène les enjeux de souveraineté énergétique qui avaient été mis de côté au niveau européen, quoi. Je ne sais pas s'il y a des questions. Écoutez, j'espère qu'on n'a pas. Ça vous a quand même apporté, en dépit de la complexité, les éclairages utiles. Hein. Dans ce cas-là, ce qu'on peut peut-être, c'est de passer, même si après on revient sur les questions plus globales, la deuxième partie avec, je pense que c'est toi, François, qui démarre pour RTE. Pardon, oui, tu m'as tout passé. Je prends la main. Bonjour à toutes et à tous. Merci Sylvain et Élise pour cet exposé sur les prix. J'y reviens pas donc sur les raisons qui font qu'il y a une tension sur l'offre d'électricité pour cet automne et cet hiver. Tension qui joue, vous l'avez bien compris là, et vous connaissez ces sujets, mais sur les prix. Alors là, je ne vois pas, peut-être c'est moi qui dois partager un document, et l'image est figée à l'instant, donc je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend, François, et je pense que c'est à toi de présenter tes slides. De partager. Ok, j'y vais. Excusez-moi quelques minutes. Enfin, on va essayer de faire vite. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est un PDF, hein? Pour moi, c'est bon. Hein. Je pense que c'est bon. Ça va? Ok. Alors, bon, s'il y avait des questions sur l'organisation du système électrique, on
on y répondra bien sûr avec plaisir, mais Sylvain on a dit un petit mot. Donc effectivement, nous abordons l'hiver, comme chaque année, hein, RTE fait une analyse un peu prospective de comment va se passer l'hiver. Notre métier, un de nos métiers, c'est d'assurer l'équilibre entre l'offre et la demande à chaque seconde. Il y a des gens qui travaillent 24 heures sur 24 chez nous pour faire ça. L'électricité ne se stockant pas, il faut effectivement assurer cet équilibre, y compris pour maintenir la tension, la fréquence sur le réseau. Et donc, nous nous intéressons aux mois qui viennent, aux semaines qui viennent. Ça fait partie de nos pratiques tout à fait habituelles. Et donc, cette année, dans le contexte qui a été décrit par mes collègues d'EDF, RTE s'est bien rendu compte qu'il y avait potentiellement un déséquilibre. Et donc, nous avons pris la parole dès septembre, contrairement à d'habitude où nous la prenons plutôt en octobre, pour annoncer qu'il pouvait y avoir des déséquilibres et donc des tensions sur le système électrique. Et nous avons pris la décision de généraliser un outil que nous avions déjà pour la Bretagne et PACA, qui s'appelle EcoWatt, pour que chacun puisse adapter sa consommation. C'est important. Nous avons donc étudié plusieurs scénarios, comme nous faisons là aussi habituellement. Et quand nous avons retenu le scénario intermédiaire qui nous paraît prudent, avec une hypothèse de la consommation qui restait dans la tendance actuelle de post-Covid, avec une hypothèse un peu prudente sur la disponibilité du nucléaire en janvier, puisque EDF, Sylvain a rappelé les difficultés qui avaient pu avoir lieu sur le nucléaire, notamment ce problème de corrosion inattendue, mais EDF a fait un plan et a trouvé la solution. Et un plan donc de traitement de ces dysfonctionnements et s'est engagé sur un calendrier pour nous remettre à disposition cette production. Voilà. Et donc EDF nous a annoncé 50 gigawatts et RTE, même si on a confiance, mais toujours prudent, on a pris 45 gigawatts en hypothèse pour janvier. Une hypothèse aussi de fonctionnement normal des centrales à gaz, ce qui a priori est le cas. Hein. J'ai pu entendre que les stocks de gaz sont pleins aujourd'hui, donc ça ne devrait pas poser de difficultés. Et sinon, puisque nous sommes interconnectés avec les pays européens au niveau de l'électricité, nous faisons aussi l'hypothèse d'un fonctionnement normal des échanges européens. Voilà, RTE gère 33 interconnexions au niveau européen. Alors, je disais, nous avons pris la parole plus tôt en septembre et donc elle a été actualisée la semaine dernière, le 18, et nous le ferons chaque mois pour donner de la visibilité, parce que dans cette période tendue ou potentiellement tendue, il nous paraît important de pouvoir donner de la visibilité aux acteurs que vous êtes, comme d'autres collectivités locales et autres. Alors, ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que donc nous attendons, vous voyez, chaque mois de connaître la météo. Nous avons accès à une météo fiable, on va dire à 4 semaines. Et donc là, le 18 octobre, on a pu dire que voilà, le risque est faible pour les 4 semaines à venir. Je pense qu'il est faible, voilà, enfin très faible, c'est toujours une question de nuance dans le propos. Globalement, pour cet hiver, les situations extrêmes ne sont pas les plus probables. Hein. Donc, on a entendu des fois qu'on va être coupé cet hiver, tout ça. C'est vraiment pas du tout la situation la plus probable. Si il y a des tensions, ça ne porte que sur quelques pourcents de la consommation d'électricité. Et donc, le message important, c'est que des actions de sobriété, dès aujourd'hui, peuvent nous permettre collectivement, c'est une sorte de défi pour nous tous, français, des efforts de sobriété peuvent nous permettre de passer, d'éviter ces déséquilibres entre consommation et production. Et donc, c'est le message principal,
c'est qu'il faut à la fois, mais les entreprises le plus souvent commencer à réfléchir à leur consommation d'énergie depuis quelques années. Les prix de l'énergie aujourd'hui vont sans doute encore un petit peu accélérer le mouvement. Toujours est-il que nous incitons aussi à, dans ce moment, mener des actions de sobriété à court, moyen, long terme. Petite digression, mais pourquoi long terme? Parce qu'il y a aussi en France une stratégie nationale bas carbone, avec un objectif bas carbone en 2050, que dans cet objectif, dans cette stratégie, pardon, il est question de diminuer de 40% la consommation d'énergie en France, 40% toutes énergies confondues, avec par ailleurs un grand mouvement de décarbonation, donc on arrête pétrole et gaz, pour faire vite, et on utilisera davantage d'électricité. Ça, c'est ce qui fait partie de la stratégie nationale bas carbone. Je ne m'étends pas, mais c'est pour dire qu'il y a une cohérence, si vous voulez, et un intérêt à faire dès aujourd'hui des actions de sobriété qui, de toute façon, serviront demain, qui sont le chemin qu'a décidé la France et celui dans lequel nous devons nous engager. Alors, je disais donc un plan de sobriété où il est question d'inviter chacun à consommer moins d'abord et ensuite de consommer régulièrement au meilleur moment. Les pics de consommation sont traditionnellement en semaine, hors week-end. Le week-end n'est pas concerné. De 8h à 13h, donc en matinée, et autour de 18h, 20h en soirée. Donc, l'idée sur le plan de sobriété, c'est à la fois, je disais, de consommer moins, mais aussi de consommer mieux, c'est-à-dire au meilleur moment, de prendre des habitudes, de décaler certains usages à une heure où on peut le faire. Alors, dans le milieu de l'entreprise, il y a tellement d'entreprises différentes que c'est difficile de faire une règle générale, mais c'est sans doute moins évident. Quand on travaille, je sais pas, de 8h à 18h, oui, la machine doit tourner sans doute de 8h à 12h. La personne est là pour travailler dessus et elle ne travaille pas de nuit. Donc, il y a des usages qui sont difficiles à décaler. En tout cas, autant que possible, on décale les usages. Et sinon, effectivement, EcoWatt, que je vais expliquer juste après, EcoWatt, c'est une météo-électricité qui doit permettre, le jour où on envoie un signal rouge, diminuer la consommation. Donc, ça veut dire, en gros, sobriété tout le temps et effort particulier le jour où il y a un signal EcoWatt rouge. Alors, EcoWatt, c'est un site internet. C'était un site internet de longue date. C'est une application pour mobile depuis lundi. Vous pouvez la télécharger. EcoWatt, donc ce qu'on appelle la météo de l'électricité, permet de dire à l'avance, avec une visibilité sur 4 jours, quel est l'état de l'équilibre offre-demande. Quand le signal est vert, eh bien, voilà, tout va bien. Quand le signal est orange, on a un système électrique qui commence à se tendre, donc on peut faire effectivement quelques éco-gestes, en sachant que ces éco-gestes sont aussi parfois bons pour la facture. Et si le signal est rouge, là, c'est entre guillemets l'appel à mobilisation générale pour que chacun reporte ses consommations d'électricité, les décale dans le temps, en dehors des créneaux horaires que j'évoquais tout à l'heure, pour réussir ensemble à passer ce pic, ce déséquilibre. Il faut savoir que le problème peut des fois être pendant un quart d'heure. Et donc, c'est le défi lancé, entre guillemets, à la nation de réussir ensemble sur une demande, donc la réception du signal EcoWatt rouge, de baisser l'électricité. Voilà, dans d'autres pays du monde, la chose se fait. D'autres pays qui sont plus sensibles, qui ont un système électrique moins robuste que le nôtre et qui connaissent des blackouts. Et ici, on est loin, très loin d'ailleurs du blackout. Il n'en est d'ailleurs pas question. Et l'idée, c'est de prévenir plutôt que guérir. Alors, EcoWatt vous donne le signal. Je disais, voilà, une visibilité sur 4 jours. Ça veut dire que le jour où ça va être tendu, c'est pas le matin qu'on va vous le dire. On
a la visibilité donc quelques jours à l'avance. Donc, ça veut dire qu'à J-3, en gros, les médias, l'application, l'alerte que vous allez recevoir, enfin voilà, vous dit, là, nous sommes jeudi, on pourrait dire, il est trop tard, mais on pourrait dire, mettons, lundi prochain, ça va être tendu. Donc, ça veut dire que chacun peut aussi se préparer, réfléchir à comment il va consommer ce jour-là pour globalement aider à passer ce déséquilibre. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de prévenir plutôt que de guérir, c'est de choisir plutôt que de subir, puisque si nous ne parvenons pas à diminuer la consommation, il est probable que nous devions demander à Enedis des coupures. Alors, si coupures il devait y avoir, elles seraient tournantes, maîtrisées, programmées, d'ampleur limitée, limitée à 2 heures, et on serait exclu certains usagers prioritaires. Marc en parlera. Et donc, j'ai un peu sauté des choses. En tout cas, EcoWatt, voilà, que vous pouvez donc télécharger, que je vous invite à télécharger. L'idée aussi, c'est de pouvoir programmer un peu, en discuter au sein de l'entreprise ou décider de ce que vous pourrez faire le jour où ça se présente. Aujourd'hui, nous attendons, donc vous l'avez compris, la météo des prochains mois, et donc chaque mois on prendra la parole. Donc encore une fois, on saura si ça doit arriver. Il faut savoir que c'est ce que je voulais vous dire. C'est pas une solution, c'est pas la solution de facilité de dire on va faire des coupures exceptionnelles. D'ailleurs, ça n'arrive pas généralement. Et donc, une fois avant d'en arriver là, nous avons d'autres moyens techniques qui sont notamment le fait de couper certains gros industriels qui ont signé un contrat avec nous et que nous pouvons couper comme nous en avons besoin. Alors, ça veut dire qu'on le fait en gros pas, à part dans des situations comme celle-là, mais en tout cas, c'est prévu contractuellement avec eux. Ils sont rémunérés pour ça. Et aussi, nous pouvons jouer sur la tension sur le réseau de distribution que nous baissons de 5%. Voilà, donc ça fait que globalement, personne ne s'en rend compte, et que c'est possible, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire durablement. Et ensuite, effectivement, si ces mesures-là ne suffisent pas, il faut envisager des coupures exceptionnelles. Et là, je vais passer la parole à Marc, mais juste avant, redire que donc, il y a une charte d'engagement EcoWatt qui existe à disposition des collectivités locales, certes, mais aussi des entreprises. Vous avez peut-être vu que certaines se sont engagées à nos côtés, certains grands groupes se sont engagés à nos côtés. Je pense à la grande distribution, par exemple, qui va réduire ses éclairages, qui va gérer autrement sa climatisation ou son chauffage. Voilà, je pense que tout ça, ça peut être significatif. Le MEDEF au niveau national a signé cette charte. Je pense qu'au-delà de la signature de la charte, ce qui est important, c'est que les entreprises puissent prendre quelques dispositions. Voilà, ça c'est important. Et la signature de la charte, c'est quelque chose qui va très vite et qui peut être fait, qui peut ensuite peut-être être valorisé dans certains bilans RSE. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, en synthèse, vous redire que le pire n'est vraiment, vraiment pas certain, qu'il est dans notre mission d'alerter, parce que nous sommes dans une situation inédite, Sylvain le disait tout à l'heure, et que nous mettons avec Enedis les moyens à disposition de prévenance pour que si ça devait se passer, ça se passe au mieux. Je laisse la parole à Marc. Merci. Merci François. Alors, je vais peut-être profiter de ta présentation, ce qui m'évitera de recharger la mienne, et donc je vais t'utiliser comme projectionniste, désolé. Je dois pouvoir le faire. Voilà. Voilà. Merci.
Donc à Enedis, on commençait un petit peu notre mission. Alors d'habitude, on nous connaît plutôt pour essayer d'éviter les coupures ou essayer de réalimenter rapidement lorsqu'il y a un incident. Et là, on va se retrouver dans une situation un petit peu exceptionnelle où, à la demande de RTE, nous allons organiser des coupures exceptionnelles pour assurer cet équilibre production-consommation dont François vient de parler. Nos missions essentielles, la première, c'est de suivre une mise en place de clients prioritaires. Il y a des clients qui ne seront pas coupés, définis par les préfectures. Il nous faut suivre ça et vérifier que, bien qu'il y ait un certain volume de clients classés, nous disposions encore d'une capacité à délester, parce qu'évidemment, si tout le monde est classé ou si tous nos éléments de réseau alimentent quelqu'un de classé, la demande de RTE ne pourra pas être satisfaite. Le deuxième point, c'est la réalisation proprement parler du délestage, où nous allons effectivement faire des coupures. Je reviendrai un petit peu sur la façon dont on le fait. Des coupures dont nous allons assurer qu'elles ne durent pas plus de 2 heures. Alors le 2 heures n'est pas 2h,00, mais en gros de rester sur des coupures à 2 heures, ce qui nous obligera, lorsqu'RTE aurait besoin, parce qu'on est quand même dans du cas très exceptionnel, de longueurs beaucoup plus importantes de coupures, à faire ce que l'on appelle des coupures tournantes, autrement dit, de redélester d'autres clients au bout de 2 heures, de façon à pouvoir réalimenter les premiers clients qui avaient été coupés. Et puis notre troisième aspect, c'est d'informer tous les clients, de vous informer aussi. Alors dans des délais qui sont très courts, parce que François a expliqué que le facteur météo était important. Vous avez vu d'autres facteurs qui sont difficilement maîtrisables à longue échéance. Donc on a un petit peu des informations précises et suffisantes pour informer les clients. En gros, que la veille au soir, alors on a des informations avant, notamment à J-3, on saura si on a besoin de coupures pour assurer cet équilibre, mais pas de manière suffisamment précise pour savoir qui va être coupé. Donc, pour savoir qui va être coupé, on est vraiment la veille au soir. Et à partir du moment où nous, on a ces informations provenant de RTE, où on les a traduites en coupure pour des clients, notre objectif, c'est de mettre le plus rapidement possible ces informations à disposition, soit de manière proactive en envoyant des messages, soit de manière un petit peu plus passive pour les clients que nous sommes individuellement dans certains cas, de façon à ce que chacun d'entre nous puisse aller sur un site et en tapant son adresse, savoir est-ce qu'ils seront coupés le lendemain et dans quel créneau de 2 heures, début de matinée, fin de matinée, fin de soirée, puisque ce que vous avez peut-être revu dans l'angle des slides de François, c'est que le risque est essentiellement entre 8h et 13h le matin, et l'après-midi, à partir de 17h30, 18h jusqu'à 20h, 20h30 à peu près. Nous avons une réglementation, quand je vous disais qu'il nous fallait avoir la capacité de délester, nous vérifions que le volume de clients prioritaires défini par la préfecture nous permet de disposer de 62% de capacité de délester, autrement dit que les zones non délestables ne dépassent pas plus de 38% de la puissance appelée instantanément. Et puis, nous avons quelques petits points sensibles, effectivement, sur des impacts sur des grands comptes, et notamment des grands comptes qui ont des installations très distribuées, et toutes les entreprises de réseau, notamment, qu'elles soient d'eau, d'assainissement, de télécom, SNCF aussi, et puis des points de grande industrie avec des répartitions sur le territoire qui peuvent être complexes, puisque pour eux, les délestages vont être très différenciés, ça ne sera pas unique. Je veux bien que tu passes le slide suivant, François. Alors, juste pour vous expliquer un tout petit peu comment fonctionne le réseau, RTE alimente le réseau de distribution sur des points que l'on appelle des postes sources, alimentés en très haute tension, 400 000 volts, 225 000 volts, 63 000 volts, et nous repartons avec ce que nous appelons des départs. Alors, le départ est à peu près ce que vous avez chez vous derrière, après votre disjoncteur que l'on pourrait baptiser poste source, vous avez des petits fusibles ou des petits disjoncteurs divisionnaires. Finalement, c'est ce que nous, on appelle des départs en 20 000 volts. C'est exactement le même schéma. Et nous alimentons des clients sur ces départs. Si sur un de ces départs, il y a un seul client classé prioritaire, de fait, le départ n'est pas délesté.
ce qui vous explique d'une part que l'on peut très bien classer un client prioritaire qui a une très petite puissance lui-même de 15 ou 20 kVA dans certains cas, et qui nous amène à rendre indélestable des puissances de l'ordre de 1, 2, 3 MW. Donc quand je parlais de respecter les 38% seulement de non délestables, vous voyez qu'il ne s'agit pas simplement de sommer les puissances des clients prioritaires, mais il s'agit de sommer les puissances qui sont classées de fait par le classement d'un prioritaire, et puisque nous délestons sur une maille de départ. En cas de délestage, donc on va couper plusieurs départs, et ceci se fait à travers des agences de conduite, une trentaine sur les territoires français, qui vont délester en fonction d'un plan de délestage qui aura été remis par RTE indiquant par tranche horaire quelle est la puissance que nous devons effacer. Je vais passer au slide suivant pour vous expliquer un petit peu la chronologie. Donc la prévision, nous avons une prévision, François parlait d'une estimation mensuelle de risque. Nous avons une prévision la semaine précédente qui nous indique dans quelle situation on est avec les couleurs dont François parlait, et notamment la couleur rouge qui va nous alerter sur le risque. À J-3, nous saurons de manière un petit peu plus précise si le risque est vraiment présent. Dans ce cas-là, nous allons à la fois avoir une communication entre RTE et nous, mais essentiellement RTE, puisqu'on est sur l'équilibre et non pas sur la mise en œuvre du plan de délestage. Nous allons sensibiliser, ce que vous voyez marqué, des PHRV. Ce sont des patients au risque vitaux, ce sont des gens qui ont une autonomie de survie, qui sont chez eux, mais qui ont une autonomie de survie assez limitée, souvent avec des moyens électriques. On pense par exemple à des insuffisants respiratoires. Ils ont parfois des moyens de secours, mais ces moyens de secours peuvent ne pas tenir les 2 heures. Donc nous prévenons ces patients à haut risque vitaux, de façon à ce qu'ils prennent leurs précautions, soit pour avoir des moyens de secours qui leur permettent de tenir 2 heures, soit pour s'organiser pour aller sur un établissement de soins qui, lui, est prioritaire pour pouvoir rester à l'abri de la coupure et pouvoir continuer à disposer de leurs moyens médicaux nécessaires. Nous allons aussi informer des clients entreprises par SMS, par mail, dessus les territoires et le pouvoir public également. Ce que l'on voit, c'est que l'on a plutôt à J-1 à 19h30, donc on est très très proche finalement de délestage. Quand je vous parlais de délestage qui pouvait intervenir à partir de 8h, on est 12 heures avant le moment où on aurait besoin de délestage, où RTE confirmera 19h30 essentiellement, confirmera qu'il y a vraiment besoin de délestage et pourra matérialiser le volume de délestage qui sera nécessaire. Et à partir de ça, nous allons constituer le plan correspondant en détaillant les coupures de départ, ce que je vous ai expliqué juste avant, quel départ nous allons couper et à quelle heure nous allons les couper, avec une éventuelle rotation entre départs pour garantir les 2 heures maximum de coupure. Et ce plan sera disponible, nous allons fabriquer ce plan en 2 heures à peu près avec RTE et mettre à disposition les informations à partir de 21h30. Donc 21h30, on aura une disponibilité où n'importe qui pourra, à partir de son adresse, savoir s'il va être concerné par des coupures le lendemain et s'il est concerné, à quelle heure auront lieu ces coupures, donc quel créneau de 2 heures sera concerné par ce niveau de coupure. Bon, je vous repasse sur les autres informations. François a parlé d'EcoWatt. EcoWatt, à ce moment-là, aura un petit renvoi vers un site propre Enedis qui s'appelle Coupure exceptionnelle et qui vous permettra justement de savoir exactement qui est coupé et quand. Voilà, ce sont à peu près les éléments que j'avais. Et puis, du coup, je pense que François et moi, mais je pense que Sylvain et Elias aussi sont disposés à répondre à toutes vos questions si vous en avez. Merci Marc. En effet, on est à disposition. Donc Camille, je ne sais pas comment ça marche. Chacun lève le doigt, prend la parole s'il le souhaite. On est conscient que ça fait beaucoup d'informations et on est fait disponible pour essayer de vous d'éclairer les points qui pourraient vous intéresser.
questions? Merci Aurélie pour votre message. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, voilà, bon, comme je le disais en introduction, bon, on a voulu évoquer les deux volets qui sont, à mon avis, pour vous les plus importants en tant que chef d'entreprise. Évidemment, ce contexte sur les prix sur lesquels l'IS vous a donné, je dirais, l'état de l'art. Et ce qui vous permettra peut-être de suivre avec plus de facilité aussi toutes les évolutions, annonces futures au niveau gouvernemental, sachant que Pierre-Olivier l'a rappelé, évidemment, c'est un sujet d'attention majeure pour le MEDEF et que donc, on s'attachera à vous donner les informations ensuite évolutives au fur et à mesure. C'était important aussi que François et Marc puissent vous donner une vision globale même si ils ont rappelé tous les deux avec insistance, le potentiel de crise et de coupure, aujourd'hui, on estime que le risque est faible, voire très faible. Mais les crises les plus faciles à traverser, c'est celles qu'on a préparées à l'avance. Donc voilà, d'où cette mise en perspective de dispositifs qui a été mis en place par RTE et Enedis. Voilà, et puis moi, peut-être en conclusion, ce que je voulais dire, c'est que cette crise dans des conditions difficiles, enfin pour vous, chef d'entreprise en particulier sur la question des prix, elle intervient dans un contexte qui est difficile et douloureux. Et en même temps, enfin voilà, ce qu'on pense nous à EDF, c'est qu'elle est révélatrice aussi d'un certain nombre de dysfonctionnements et du fait que globalement le sujet de l'énergie n'a pas été pris à la mesure de ce qu'il aurait dû être, en particulier au niveau européen, et en particulier évidemment le sujet du climat et de la décarbonation est fondamental, mais aussi l'enjeu de la souveraineté énergétique qui est revenu de manière brutale au premier plan. Et voilà, nous, ça nous conforte quelque part à EDF dans la vision que si on veut construire un développement économique serein, une réindustrialisation, il faut globalement arriver à bâtir un mix énergétique qui repose sur des outils de production d'énergie qui soient souverains et indépendants, et en particulier en s'appuyant sur le nucléaire et sur les énergies renouvelables. Et puis accompagner l'ensemble de nos clients sur la décarbonation de leurs usages et sur la diminution de leur consommation énergétique. Voilà, et c'est ce qu'on s'attache à faire dans ce contexte de crise, en essayant de trouver des mesures d'urgence avec vous, mais plus globalement dans une vision interne pour garantir et permettre votre développement, le développement de vos activités. Donc voilà ce que je voulais dire en propos finaux. Évidemment, revenez vers le MEDEF ou vers nous si vous avez besoin de compléments a posteriori. On sera heureux d'essayer de partager avec vous le plus facilement possible. Ah, je viens de voir une question. Est-ce qu'il faut souscrire à une offre ou est-ce qu'il faut attendre? Yes, je pense que tu peux essayer de prendre cette question, en effet, sur lesquelles les annonces politiques ont été parfois contradictoires. Effectivement, ça a été assez flou pendant un petit bout de temps. Je pense que là, ça commence à s'éclaircir un tout petit peu. J'ai envie de dire, ça dépend de ce que vous avez comme activité et de la taille de votre entreprise. Si aujourd'hui, vous êtes un boulanger, une toute petite structure, j'ai envie de dire, là, vaut mieux attendre que la décision soit formelle sur la mise en place du bouclier tarifaire. Et là, vous pouvez demander souscrire directement en TRV. En fait. Si vous êtes une PME et au-delà, on ne va pas vous dire quand est-ce qu'il faut souscrire exactement de contrat. Enfin, ce n'est pas notre rôle, c'est à vous de prendre cette décision-là. Mais en tout cas, a priori, il n'y a pas de décision un peu structurante qui aura un effet très significatif sur le marché. Et donc, il ne faut pas s'attendre à une baisse drastique et donc d'attendre jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Donc,
souscrivez dans ce cadre-là, sachant qu'on a une autre deadline qui est pour, là on est déjà fin octobre, mi-novembre, qui est la fin de l'arène, la fin de la possibilité de souscrire à de l'arène, et donc ayez toujours ça en tête en fait. Donc sans arène, les prix risquent d'être, votre facture risque d'être beaucoup plus importante, quoi. Juste pour compléter ce que dit Lies avec cette échéance, c'est mi-novembre, hein, Lies, hein, sur la fin de l'arène, c'est que c'est la deadline à laquelle les fournisseurs d'énergie feront leur demande de volume arène pour leur portefeuille de clients, hein. Donc, c'est bien ça. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans le portefeuille, si vous êtes un client qui, une fois que vous avez regardé toutes les possibilités, si vous n'êtes pas souché chez un fournisseur, le risque c'est que après le 15 novembre, vous ayez une offre qui ne comporte plus d'arène. Et vous avez compris qu'elle a un effet amortisseur énorme, hein, puisque c'est de l'ordre de l'arène, c'est de l'ordre de 42 euros, entre 42 et 45 € le mégawattheure. Ça peut représenter plus de 50% de la facture, c'est ce que disait Eliès. Et sur des prix des marchés aujourd'hui qui sont plutôt autour de 500, quoi. Tu me complètes, hein, Eliès, si je suis imprécis, mais Non, donc ça. voilà, donc il y a quand même cette deadline, il y a quand même cette deadline du 15 novembre qui est importante. Pas d'autres questions? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie encore de votre participation et puis on se tient à votre disposition en fonction des évolutions ultérieures et si vous avez besoin d'éléments complémentaires. Merci à vous tous.